En chinois, c'est le même kanji pour émergence et effondrement. C'est-à-dire que selon la situation qui arrive face à toi, tu peux la traiter en disant c'est une catastrophe ou il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Je commence à me projeter en me disant on pourrait faire ça, 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 et donc on se dit allez, on ouvre la deuxième. En plein Covid, on ouvre une deuxième salle. Si tu veux pas te retrouver demain complètement planté, il faut avoir plusieurs en fait possibilités de développement et donc avoir des business différents, avoir des secteurs géographiques différents. Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Julien, ça va ? Salut Franck, tout va bien. Écoute, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est plutôt sympa d'être là et de pouvoir, après une grosse semaine, en attendant une autre grosse semaine, pouvoir faire un petit break et de pouvoir parler avec toi. Super. Julien, tu es un entrepreneur des sports de combat. Tu as créé une compagnie qui s'appelle 10-10 dans laquelle tu as développé des salles de jiu-jitsu brésilien, une activité de barbeur. Tu fais également de la distribution de consommables. Tu fais également dans les médias MMA. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment toutes ces activités peuvent se développer conjointement, puis les unes après les autres, comment elles naviguent entre elles, comment elles s'alimentent. Est-ce que ça te va comme programme ? Tout va bien, ça me va parfaitement bien de pouvoir expliquer ça et développer ça. Et ce qui me fait rire, c'est que je vois derrière moi un sac Metal Box et je pourrais t'expliquer aussi ce que je fais avec Metal en ce moment. Donc, Super, on se garde ça pour la fin. Est-ce que tu peux te présenter, Julien ? Alors, j'ai 44 ans, j'ai pris ma retraite de combat cette année. Donc c'est marrant, je suis jeune retraité, ça me fait rire maintenant de dire ça. Je me suis toujours dit, tu sais, c'est un peu comme quand je présente l'émission à l'antenne et que je dis, on me dit à l'oreillette. Ça fait partie des gimmicks que je me suis toujours dit, un jour je le dirai pour rigoler. Donc ouais, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu des sports de combat et précisément du jiu-jitsu brésilien, grappling et MMA à l'origine. Et de fil en aiguille, j'ai commencé en fait à développer pas mal d'activités, même si mon terreau de base, moi à l'origine, c'était d'être pratiquant. C'est-à-dire qu'avant de développer quoi que ce soit, je me suis toujours fixé un objectif, c'était de me dire: «Mais est-ce que moi je pourrais faire genre ça me ferait plaisir de participer à ça?» Quand quand j'ai développé la première salle, à l'origine, c'était parce que j'avais besoin d'un espace pour m'entraîner. Il y avait pas d'objectif commercial ou financier derrière. Donc, tout ce qu'on a fait au fur et à mesure des années avec maintenant mon staff et même ma chère et tendre et autres, ça s'est fait vraiment, parce qu'on avait décrété qu'il y avait des besoins, qu'on les avait déterminés et qu'on s'était dit qu'on voulait avancer. Donc, 44 ans, ma formation initiale, ce qui est plutôt marrant parce que ça n'a rien à voir, moi je suis architecte à l'origine. J'ai un DPLG, de feu Paris-Charenton qui est devenu Paris-Val-de-Seine, donc je salue tous ceux qui m'écouteront et qui ont fait la même école que moi parce qu'elle a fermé depuis. Mais et puis en fait pendant mes études, j'ai pas mal bourlingué et je me suis retrouvé à voyager et à approfondir ma passion pour les sports de combat. Et quoi dire de plus par rapport à ça? En fait, un peu comme on se le disait en off, c'est que moi, ce qui m'a drivé toujours, c'est cette passion pour le sport, pour l'envie de développer, pour me faire plaisir et pour après transmettre. Je pense que je suis à un stade de ma carrière où c'est un mot que j'emploie de plus en plus, c'est transmettre. Donc c'est aussi ça. On va revenir sur tous ces éléments. Tu as parlé du sport. Toi, tu es un fan de sport à l'origine ? Inconditionnel. Sport de combat ou même Tout. C'est une blague que j'ai souvent avec mes camarades dans les médias et autres. Moi, je goinfre, le mot est bien choisi, énormément de sport. Je suis un fan de foot inconditionnel depuis ma plus tendre enfance. Donc, je regarde énormément de matchs. Je regarde aussi énormément de basket. Je regarde énormément de rugby quand je peux. Je regarde tout ce que je peux regarder en termes de MMA, de boxe, de jiu-jitsu. Je le regarde aussi. Ce qui me monopolise énormément de temps. Et ouais, moi j'ai toujours adoré ça en fait. J'aime le sport en fait. J'aime la performance, j'aime le sport, j'aime la technique. J'aime l'esthétique aussi qui va avec. J'ai toujours été accro à ça et que ça soit pour regarder, pour pratiquer, pour analyser, ça a toujours été un moteur. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment fait marrer depuis ma plus tendre enfance. tu viens d'une famille de sportifs ? Absolument pas. Ah ouais. Ah non, absolument pas. Pour le coup, je fais partie de cette génération. Tu sais, je regardais un reportage très récemment sur la banlieue parisienne et sur la région parisienne qui disait que c'était une région qui était fortement pourvoyeuse de jeunes talents sportifs et autres. Moi, je suis purement issu de cette génération parisienne qui s'est développée dans le sport, dans un environnement où on a commencé à jouer au foot entre nous, puis après on a commencé à jouer en club, et puis après, et puis petit à petit, on s'est retrouvés complètement
intégré dans le milieu du sport, Mais mais j'ai jamais été poussé familialement pour faire ça. mais c'est parce que là où tu as grandi, il n'y avait rien d'autre à faire? Oui. Ouais, moi D'accord. j'ai grandi dans Mmh. le sud de la banlieue parisienne. Je suis né à Vitry et j'ai grandi à Choisy-le-Roi, entre Choisy-le-Roi et Orly, et c'était une de nos principales activités. C'était se regarder entre nous en disant: «Viens, on va jouer au foot», et puis après: «Tiens, on va jouer en club», et tout s'est fait comme ça. Mmh. Et les sports de combat, ça arrive quand? En fait, ça arrive tard. C'est moi, j'ai une histoire particulière avec les sports de combat parce que ma génération, elle a été, très souvent, liée au sport de combat par des cassettes. Ouais, on parle de cassettes VHS, oh mon Dieu, putain, c'est là que vraiment je me dis que je suis vieux. Mais tu sais, tu te passais des cassettes de l'UFC sous le manteau, du Pride, des choses comme ça. Moi, j'avais jamais vu ces cassettes en fait avant. J'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, un peu par hasard. J'avais déjà eu une première approche des sports de combat parce que je regardais un peu de judo comme tout enfant. Tiens, ils font du judo là, ça a l'air pas mal. Ah tiens, j'ai un voisin qui boxe, ça a l'air sympa. Mais j'avais pas ce goût personnel. Et puis un jour, j'attendais le bus et je me souviens toujours. C'était en pleine semaine, la semaine précédente, je m'étais fait caler d'un club de judo, jiu-jitsu, qui m'avait dit: «Tu jamais fait de judo étant ado ou enfant, oublie, tu pourras pas en faire. Tu sais pas tomber, tu vas perdre ton temps», voilà. Bon, parce que j'avais voulu reprendre une activité sportive pendant mes études. J'étais étudiant en archi, j'avais un peu d'avance, je suis entré tôt à l'école et je me dis: «Putain, je suis en train de m'empâter, il faut que je fasse un truc, j'ai pas beaucoup de temps, je peux plus jouer le dimanche au foot avec mes potes et tout, donc tiens, si je prenais une activité, sport de combat, ça peut être marrant, ça a l'air d'être un peu cardio». Et donc je m'étais fait recaler et la semaine suivante, j'attends le bus à Rouget-de-L'Isle à Choisy-le-Roi et face à moi, il y a un panneau, heu, il y avait du kung-fu, il y avait, c'était quoi? Kung-fu, Vos Long, Vos Vietnam de mémoire, il y avait de la capoeira et jiu-jitsu brésilien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour moi, Mmh. c'était ce que j'avais vu la semaine précédente où je m'étais fait recaler. De toute façon, j'avais du temps à perdre, je monte dans la salle et je vais regarder ce qui se passe. Et là, en fait, au lieu de me mettre dehors et de me dire: «On n'est pas intéressé», j'ai un gars qui me dit, je me souviendrai toujours, malheureusement il est décédé depuis, il s'appelait Fawzi, et m'a dit: «Mais tu veux pas venir essayer?» Et je me suis fait: «Attends, on vient pas de me dire non, on vient de me dire: "Mais plutôt rejoins-nous"». Mmh. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Vraiment le hasard complet. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, il y a un type souriant qui m'a dit: «Bienvenue», et je me suis dit: Et «OK». on est parti pour toute la vie. Et c'est pour ça que ça a été aussi un marqueur pour moi pour la suite, parce que je me suis toujours dit, moi, quand j'ai quelqu'un qui franchit la porte d'une de mes académies, j'ai été à la place de ce type-là. Et je veux pas, moi, demain, fermer la porte à quelqu'un en disant: «Non, tu peux pas pour ci, pour Mmh. ça». Moi, j'ai été cet ado, ce jeune adulte à qui on a dit non à un moment donné et qui a découvert ça parce que quelqu'un lui a dit oui et lui a dit: «Rejoins-nous». Donc voilà, ma découverte des sports de combat, elle s'est faite comme ça. Et après, comme je suis quelqu'un de plutôt boulimique par nature, après, ouais, toutes les cassettes et les DVD, les machins, je les ai engouffrés dans la foulée. Je comprends. Avant de revenir sur les académies, parlons un petit peu des études et du parcours, professionnel, antérieur. Toi, tu es archi, Ouais. ensuite tu bosses, dans une agence, à fond, ou pas du tout? En fait, c'était assez, simple et compliqué. Simple parce que finalement, moi j'ai mon diplôme d'archi et je me suis toujours fixé un objectif: quand je commence quelque chose, je le finis, je l'aboutis. J'ai eu pas mal de fusions en fait d'écoles. Moi, je suis arrivé en fait, à l'époque où, on fusionnait l'ancien DPLG pour mettre le nouveau diplôme. Alors ça parlera à personne, mais en gros, on passait d'un système DPLG à un système LMD, qui est commun aux universités. Et donc il fallait fusionner les programmes pour, rentrer dans ce nouveau canevas, et en plus, il fallait fusionner les écoles de la région parisienne parce qu'il y avait trop d'écoles. Donc en fait, il fallait rentrer sous le giron Val-de-Seine et couper certaines écoles. Et en fait, moi, je suis arrivé là-dedans, ce qui fait qu'en première, deuxième année, j'ai eu tous mes partiels et qu'à partir de la troisième, plus rien quasiment. J'avais plus rien à faire. J'avais une matière par semaine vaguement, des trucs comme ça. Et donc si tu veux, moi, je me suis très vite ennuyé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais fait le plus dur et maintenant après c'était la partie purement projet, passer du temps à dessiner, tout ça, c'était marrant, mais j'avais pas le sentiment, et c'est à tort parce que je pense que j'aurais pu m'y prendre différemment. Avec un peu de recul, Mmh. j'y repensais l'autre jour à un de mes profs qui s'appelait monsieur Sarfati, lors d'un cours, et je me dis: «Putain, ce qu'il m'avait dit à l'époque, je le comprends que maintenant». Mais à l'époque, je m'ennuyais, et donc je me suis quand même dit: «Je vais finir mes études». Donc je vais jusqu'au bout, je passe mes diplômes, je passe mon DPLG, je fais tout. Mais très rapidement, quand j'ai commencé à l'époque à analyser le marché de l'architecture, je me suis dit: «Ah ouais, je vais faire de la copro quoi, en gros». J'ai rien contre les gens qui font de la copropriété, hein, mais pour moi, dealer avec des gens en face, je me dis: «Est-ce que c'est vraiment ma carrière, ça va être de faire du ravalement?» Waouh, et je suis pas Jean Nouvel, c'est une certitude. Donc j'avais quand même un doute, et en parallèle de mes études, j'ai travaillé chez Decathlon. Mmh mh. Je travaillais chez Decathlon, j'avais été embauché par un type qui a été mon mentor pendant très longtemps qui s'appelait Yann Gallou,
Et si tu veux, il m'avait appris énormément de choses et notamment elle m'avait appris à développer pas mal de business chez Decathlon, les commandes directes, des choses comme ça. Donc j'avais une fibre un peu relationnelle et au moment, en fait, de chercher une agence pour bosser en archi, j'ai été contacté par une boîte qui m'a fait: «Écoute, on n'a pas de boulot à te proposer comme en tant qu'archi en ce moment, c'est un peu compliqué. Tu es jeune, tu as pas d'expérience, il y a rien. Mais par contre, nous, on a du boulot en interne parce qu'on travaille sur de la ressource humaine et de la gestion de créatifs et notamment avec les architectes. Ouais. Et comme tu as travaillé dans le commercial, dans le monde des sports et que tu es archi, bah, tu peux comprendre les 2 mondes et Tu sais de quoi tu parles. tu pourras Ouais. peut-être nous Mmh. rejoindre et puis nous aider à nous développer. Et c'est ce qui s'est fait, en fait. J'ai commencé à travailler avec eux. J'ai fait plusieurs années, j'ai passé tous les postes du simple assistant qui faisait de la photocopie jusqu'à à gérer mes propres comptes et puis j'ai trouvé ça cool et petit à petit, j'ai commencé à développer le monde du luxe et notamment, toute la dimension, marque, en Ça, c'est fait. des clients que tu avais? Ouais, j'avais des clients et en fait, on pourvoyait en termes d'architectes, de visual merchandiser, de profils comme ça. On les aidait à les recruter, à les comprendre et à faire du scouting dans les écoles, tout ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, en fait, dans une autre entité qui s'appelait MAD après, qui m'avait recruté pour développer justement un pôle. Parce que leur ambition, c'était eux, ils faisaient du conseil en stratégie et d'adjoindre en fait un pôle RH entre guillemets avec une dimension plutôt, recrutement, conseil, développement Mmh. et tout ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à grandir, à gérer ce pôle en tant que partenaire et de là à travailler directement pour LVMH et au fur et à mesure de faire quasiment que du LVMH au bout d'un moment. Et là, tu as quel âge à ce moment-là? Je suis alors attends, putain, j'ai pas les dates en tête parce que là tu vas me Mmh. demander de creuser, mais grosso modo, C'est j'étais partenaire quand je suis rentré en France, donc tu parles des années début des années 2000? 2000, ouais, non, un peu plus tard parce que je le faisais en parallèle des académies au début, Mmh. donc on parle des années 2010, tu OK. vois? Dans ces années-là. J'avais une trentaine d'années, j'étais partenaire dans une boîte comme ça, c'était un peu impressionnant pour moi au Ouais, début. c'est une bonne position. Il faut se dire que quand on est partenaire dans ce type de cabinet, c'est que, on a des très bons salaires, c'est une très belle C'était position. très confortable, on va pas se mentir. La dimension salariale était hyper confortable, ça si on peut l'aborder, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, après moi j'avais toujours des frustrations qui étaient liées au fait que, bah, encore une fois, moi on en a parlé un peu en off, moi je suis très bon pour développer, mais je m'ennuyais un peu en fait. Parlons justement passons sur le développement. Donc tu es salarié dans cette boîte, mais je comprends que bon, ça commence à te tu te sens bridé peut-être dans ta créativité, ce que tu as envie de faire? Je sais pas si c'est bridé, parce que j'avais quand même pas mal de marge de manœuvre et je voudrais pas cracher dans la soupe. À l'époque, mes boss m'avaient quand même laissé pas mal de marge de manœuvre Non, pour mais je veux dire, développer, toi, tu avais envie de créer à côté. mais moi j'avais d'autres envies à côté. Voilà, c'est ça que Ouais. je veux dire. Et le lien avec le sport, le luxe, c'était sympa, mais le lien avec le sport était pas toujours évident et puis moi, j'avais ma carrière, en fait, je combattais beaucoup à côté et je sentais qu'à un moment donné, j'étais un peu entre 2 chaises et que je risquais de mal faire les 2. Et c'est souvent ça, quand on choisit pas, on a tendance à tout mal faire au lieu de voilà. Donc je m'étais dit: «Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir quand même se réorienter complètement et de faire un sacrifice, mais de mettre le paquet sur ma carrière et sur le développement». Et alors, comment tu switches, sur les académies de jiu-jitsu brésilien? En fait, j'avais commencé à ouvrir quand je suis rentré en France après mes voyages pendant mes études, j'avais commencé à ouvrir, une association. Donc on avait des créneaux associatifs comme toute salle tout club de sport classique, sur lequel qu'on avait ouvert parce qu'à l'époque, j'étais avec un ami et on voulait en fait pouvoir avoir les conditions pour s'entraîner. Quand j'étais au Brésil ou aux États-Unis, on s'entraînait comme des pros et retour en France, c'était même plus que de l'amateurisme, c'était vraiment du loisir pur. Donc j'étais pas content de ça et je voulais en fait développer mon propre truc. Donc tu étais en voyage au Brésil, ch Ouais, dans les académies, moi j'ai été formé et je me suis développé dans les académies au Brésil, à la Gracie Barra, à Rio et après j'ai passé un peu de temps à Belo Horizonte et retour à Rio. donc il faut juste pour expliquer ceux qui connaîtraient pas forcément Gracie Barra, c'est, le père du jiu-jitsu brésilien? En fait, la Gracie Barra, c'est une académie qui a été fondée en 1986 par Carlos Gracie, junior. Et en fait, Carlos Gracie junior a reporté en fait la philosophie de son père, Carlos Gracie, qui est un des fondateurs du jiu-jitsu et un des découvreurs du jiu-jitsu à l'époque au Brésil. Et on parle de ça des années 1904-1905. Et c'est vrai qu'il a développé cette académie en 86. Il a commencé en fait à ouvrir un gym et ça s'appelle Gracie Barra parce que Gracie, c'est le nom de la famille et Barra, c'est le nom du quartier dans lequel a été ouvert le premier gym, la première salle. Et en fur et à mesure, les élèves de ces académies ont commencé à ouvrir leur propre académie. Donc la Gracie Barra s'est développée, s'est développée, s'est développée.
Et c'est à ce moment-là aussi que moi je m'entraîne donc au Brésil là-bas et quand je rentre en France, je rejoins en fait un de mes profs ici qui me propose aussi de continuer à développer ça en France et c'est là que l'aventure associative au départ commence. Mmh. C'est de développer une académie mais sous forme associative qui est éloignée des standards, brésiliens et américains à l'origine, mais qui est une sorte de première graine plantée dans un Ouais. terreau européen qui était encore très, on était vraiment sur les early stage du développement du jiu-jitsu. Et à quel moment cette, structure associative devient une entreprise? Au moment où la Gracie Barra dans le monde commence à vraiment vouloir se professionnaliser et nous dit que maintenant pour répondre aux standards de ce qu'on veut, en fait, globalement worldwide, il faut qu'on puisse avoir des structures qu'on puisse identifier. Et quand on est associatif dans un gymnase, à moins d'avoir la chance, ce qui arrive à quelques personnes, d'avoir le gymnase full time, on peut pas réaliser ça. Donc on a commencé à chercher des locaux. En plus, le problème du gymnase public, c'est que, faut pas se mentir, tu es lié aux vacances scolaires, aux grèves, aux imprévus, aux intempéries et tout ça. Ouais, tu pas chez toi. Tu pas chez toi. Donc on voulait un espace au-delà du branding qu'on puisse aussi occuper quand on veut. J'ai pas un gardien qui me dit à 22:00: «Allez hop, 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 faut rentrer à la maison». Mmh. Et donc en fait en 2017, après ces années associatives, on ouvre notre première salle place de Clichy. On prend un local, on le rénove, on le refait complètement, on installe tout ce qu'il faut pour et on s'installe en fait sur ce qu'on a appelé le Gracie Barra Paris HQ, place de Clichy avec, une salle de 290 m², où enfin en fait c'était un vrai kiff pour nous au début. On pouvait ouvrir à 6h30 le matin si on voulait et on pouvait fermer à 23h30 si on avait envie. Donc c'était inespéré pour nous et puis c'est là que l'aventure entrepreneuriale, elle a vraiment commencé Mmh. dans le jiu-jitsu. On est passé du mode associatif au mode entrepreneurial avec aussi toutes les responsabilités que ça comporte. Je fais un petit stop juste sur Gracie Barra. Vous pouvez prendre le nom, ce nom-là? C'est une marque, c'est une franchise, c'est une licence? Ça, c'est encadré, c'est pas C'est encadré? super encadré. C'est super encadré. Moi, je suis autorisé à prendre le nom parce que je fais partie des «anciens» entre guillemets et des historiques de l'époque. Après, ça répond à des critères qui sont liés aussi à tout un tas de critères que tu pourrais retrouver dans une franchise classique, c'est-à-dire un droit d'accès, une charte, un branding au niveau du nom, des exigences en termes de charte graphique, d'identité visuelle, des exigences aussi en termes de pédagogie et de programme. Il y a énormément en fait de critères en fait pour pouvoir rejoindre la Gracie Barra que tu dois en fait pouvoir justifier et remplir. Donc, on utilise le nom mais sous contrainte de tous ces éléments. En contrepartie, on a quand même la chance d'avoir des formations, qui sont hyper intéressantes parce que pour la petite histoire, les formations qui sont utilisées par la fédération française aujourd'hui, elles sont issues de la formation Mmh. de la Gracie Barra. Donc on a des formations. Nous, on a été formés, par exemple, très, très tôt à tous les problèmes, sanitaires, de santé et tout le reste. Pour ça, pendant le Dans les co salles de sport? dans les salles de sport, tous les problèmes aussi liés à la proximité, tout ça. On est un sport de proximité, donc il fallait aussi réfléchir très vite à tout ce qui pouvait se passer avec les interactions. Donc si tu veux, tout ça, c'est des choses où on a un support très fort de la maison mère aux États-Unis, s'est déplacée du Brésil aux États-Unis en 2009 pour partir de Rio pour aller à Irvine en banlieue de Los Angeles. Ouais, c'est vraiment sur le modèle franchise. Et là, du coup, maintenant, il y a pas loin de 2000 académies dans le monde. Mmh. Il y a une première salle à Clichy. Toi, Oui. tu es coach, tu donnes des cours? Au début, je suis school owner, là, un titre un peu pompeux, mais c'est moi qui gère la salle et je suis aussi coach, en fait, dans la salle. Au début, en 2017, je suis encore salarié, moi, à côté. Donc ça veut dire que je donne les cours du matin à 7h, je donne les cours du soir très tard et j'ai des gars qui m'ont rejoint pour m'aider à donner des cours dans la journée. Attends, juste pour sur les dates, elle ouvre quand cette salle? 2017. En 2017? OK. Et toi, tu es toujours Je suis salarié? toujours salarié et donc j'ai un emploi du temps bien chargé. Parce que je suis toujours salarié, je suis toujours compétiteur, donc je combats encore moi les week-ends et en même temps, j'ai ma salle qui est en train de s'ouvrir, donc il faut qu'on puisse l'entretenir et tout le reste. Et ça, tu gères comment? C'est, tu bosses non-stop? Tu sens qu'à un moment donné, c'est trop, il faut que tu arrives à déléguer? Tu dis: «Est-ce que là, c'est le moment de quitter mon job?» Tu bosses non-stop, ça c'est une certitude, parce qu'il y a rien qui tombe du ciel, donc en plus quand tu es salarié toute ta vie et que d'un seul coup tu deviens entrepreneur, tu te mets une certaine pression, donc il faut être capable aussi de te dire qu'il faut te mettre en face les moyens pour réussir, donc tu bosses beaucoup. Est-ce que tu bosses trop? Certainement. Je pense que tous les entrepreneurs qui se sont lancés, on doivent tenir le même discours, mais au début tu bosses jour et nuit. Tu es solo sur cette salle? Enfin, c'est toi le seul associé ou Oui, tu
OK, donc Ouais. OK. Oui, c'est moi qu'on supporte les problématiques aussi derrière. Après, on est encore sur un modèle où encore une fois, on a transformé un système associatif en système, professionnel et entrepreneurial. Donc on avait quand même une base. On n'a pas développé from scratch en disant: «Il faut que je cours après des clients» entre guillemets ou des adhérents. Ouais, ouais, On avait déjà un noyau, notre structure et un noyau dur. Donc ça déjà c'était un mmh, soulagement. mais y aller solo, c'était un choix délibéré? Tu as pas trouvé la personne qui te convenait, Non, je me suis même pas posé la question, en fait. Honnêtement, au début, je me suis même pas posé la question, discussion avec la Gracie Barra, il faut qu'on change le système. Bon, OK, bah, on le fait. On avance et puis on prend ça en main et puis on se développe et puis encore une fois, moi, j'aime bien développer et me lancer des nouveaux challenges comme ça. Je trouvais ça hyper excitant donc moi, je trouvais ça plutôt cool de le faire donc j'avais pas de la question s'est même pas posée à un moment donné de me dire: «Je me fais un tour de table et je prends 3 personnes avec moi». On y va. Il y a des gens qui me rejoindront peut-être en cours de route, on sait mmh. jamais, mais pour l'instant, c'est pas la question. Il y a cette salle qui ouvre, puis il y en a 2 autres. En fait, on ouvre cette salle en 2017. Elle tourne plein régime, elle tourne bien, mais très vite, on se rend compte que, avec, les autres profs qui sont dans l'académie, les autres ceintures noires, même les autres adhérents, que, bah, on est quand même aujourd'hui dans le 18e. C'est un petit territoire, qui a d'autres possibilités, en fait, dans Paris et que potentiellement, l'ambition du maître, Carlos Gracie junior, nous, aux États-Unis, c'est aussi, il dit souvent d'ouvrir une académie dans toutes les villes du monde. Donc on a des possibilités pour ouvrir ailleurs, en fait. Donc on s'est dit: «Tiens, regardons un peu ce qui se passe» et arrive le Covid en 2020 et moi j'avais été très marqué par une formation que j'avais suivie, puis un reportage qui allait avec qui était, en chinois, c'est le même kanji pour émergence et effondrement. C'est-à-dire que selon la situation qui arrive face à toi, tu peux la traiter en disant: «C'est une catastrophe» ou «Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi» et en fait, Covid arrive et on me parle d'une salle, en fait, une banque à réhabiliter dans le 15e en me disant: «Là, vu la situation, le loyer, tu peux négocier un bon truc. Elle est grande. Le 15e, c'est le plus grand territoire de Paris en termes de population. Ça reste rive gauche, côté ouest, donc pas trop loin de chez moi. J'ai fait, allez, on visite. Je me souviens que ma boss, il y a une époque, chez MAD, elle me disait toujours, il faut jamais refuser une opportunité qu'on t'a pas encore présentée. Mmh. Donc, moi, j'y vais, je regarde un peu, et puis après, je me dis, ah ouais, quand même, la salle, elle est cool. C'était une ancienne banque, elle était encore dans son jus, il y avait encore les coffres, c'était assez marrant. Et là, je commence à me projeter en me disant: «On pourrait faire ça, ça, ça» et donc, bah, on se dit: «Allez, on ouvre la deuxième». En Et plein Covid, on ouvre une deuxième salle. et toi, la 1re place de Clichy, elle survit pendant le Covid? Oui, elle survit parce qu'on avait réussi j'avais réussi à gérer, en fait, mon business de façon assez smart. C'est-à-dire que bon, après, c'est selon moi, hein, c'est-à-dire Mmh. que c'est toujours Mmh. discutable de dire ça, mais en gros, j'avais mis de côté, en fait, assez de trésorerie pour, en cas de problème, pouvoir survivre ou pour pouvoir investir, sur une deuxième Mmh. salle. Donc techniquement, en fait, on a juste cramé de la trésor, parce qu'on était très clairement, on commençait à piocher dans nos réserves, mais on était quand même suffisamment pour survivre et avec les aides de l'État, parce qu'à l'époque, les petites entreprises avaient quand même été un peu accompagnées, on arrivait en fait à s'en sortir. Et tu as eu un PGE, un plan, On l'a pas pris. vous l'avez pas pris? Non, on l'a pas pris parce que je voulais pas m'endetter. Donc on a vraiment, on a resserré tout ça et on a été, au couteau, mais on a réussi à s'en Mmh. sortir. Tu ouvres une deuxième pendant le Covid, tu la finances, avec un prêt bancaire? Ou, Oui, mais pas grand-chose. En fait, on a pris un prêt bancaire, à l'époque parce que, pour ouvrir un compte, la banque voulait pas en fait, nous ouvrir de compte s'il y avait pas un peu de financement, enfin un petit retour de leur côté. Mais dans le fond, au début, on n'avait pas eu besoin parce que déjà on avait l'expérience de la première salle, donc en termes de coûts, on savait exactement ce qu'il fallait qu'on fasse et qu'on fasse pas les mêmes erreurs. Donc on a investi, je crois que pour l'ouverture de la deuxième salle, quasiment un tiers de moins que la première. Parce qu'on savait déjà quel matériau, quel fournisseur, enfin j'avais déjà maintenant mon listing mmh. d'entreprises que je pouvais aller voir et autres. Et ensuite, il nous restait encore un peu de trésor. Donc on a fini en fait le fonds de roulement de trésor qui nous restait là-dessus. Tu peux nous partager un peu combien ça coûte au mètre carré, hein, pas Donc, l'investissement global? au mètre Est-ce que carré, c'est, tu es à 500 € du mètre carré, à 1 000 €, je vais faire comme toute bonne personne qui se respecte, je vais faire un calcul de comme ça rapide. Mais tu comptes que sur la première, on était à 290 mètres carrés et globalement, ça nous a donné à peu près 500 du mètre carré sur la première et on a réussi à descendre à 300 du mètre carré sur la deuxième. Waouh! Le plus gros investissement, en fait, après pour nous, c'est les tatamis.
parce qu'on voulait des tatamis bien précis, donc on voulait une Rolls en fait sur ça. Et ça a été un gros investissement. Mais pour le reste, on a vraiment réussi à économiser, à aller chercher les bons professionnels pour. J'avais un invité, Denis Groven, qui a qui fait du fitboxing Ouais. dans le 14e, et lui il me disait que les salles des coffres, c'était le pire, un gros poste de coût. La salle des coffres de la banque? Ouais, Non, en fait, on les a fermés, c'est tout. OK. On l'a fermé, on s'en est servi pour faire notre salle, de préparation physique. En fait, moi, je me souviens, j'avais un prof qui s'appelait, Desmoulins à l'école d'archi qui me disait toujours: «Tu dois traiter ça de 2 façons. Soit tu arrives à rentrer dans ce que tu veux faire, soit tu prends l'opposite, complet, le chaos total». Nous, on s'est dit qu'on n'allait pas cacher les coffres, au contraire, on allait les montrer. Mmh. À l'arrivée, autant pas y chercher à les enlever, autant y aller franco et les utiliser, ça donnerait un peu de cachet. Et au même titre que pour la salle de place de Clichy, on avait ravivé les briques rouges et on avait joué à fond le côté underground. Ce qui fait que quand j'avais conçu la salle, j'avais même fait ressortir les réseaux pour qu'on voit les tuyaux. Sur celle-là, on s'est dit: «On va jouer à fond le fait que, bah, c'était une banque, il y a pas de raison de le cacher donc allons-y totalement et montrons en fait la structure». Là, ton diplôme d'archi te sert? Oui. Ouais. Oui, là, concrètement, oui. Là, ça me permet de pouvoir faire moi-même les plans, de pouvoir, gérer les chantiers, de pouvoir aller regarder un peu ce qui se passe au quotidien, faire toute la fiche technique avec le BERP derrière et justement pas avoir de problème. Regarder pour la sécurité incendie, enfin, ouais. Dans la l Tu dois déposer un permis de construire quand tu fais, Non, on n'avait pas eu besoin, mais par contre, tu dois déposer, en fait, une notice au BERP. Parce qu'il faut qu'ils puissent regarder si tu es bien aux normes, si tu as bien la bonne sécurité incendie, si tu as bien, si tu dois évacuer, si tu as bien les bonnes sorties de secours, si tu as bien mis tes blocs autonomes de sécurité, tout ça. Donc tu apprends beaucoup en fait au début, parce que tu tâtonnes un peu, mais tu très, très vite, les établissements, tu arrives à comprendre comment ça fonctionne et quelles sont les normes et ce qu'on attend de toi. Et ce qui est normal, parce qu'il y a eu trop de tragédies dans des établissements recevant du public. Enfin, il y a un exemple récent à Crans-Montana en boîte de nuit où, voilà. Et c'est malheureux et donc il y a trop de gens qui jouent avec ça. Donc nous, on s'était dit moi je voulais absolument pas jouer avec ça et donc on a rédigé des mmh. notices avec eux et on avait pris quelqu'un d'ailleurs qui nous avait même accompagnés sur une partie de la notice pour être sûr que ça se passe bien. Il y a une troisième salle qui ouvre, à Champéret, Oui, Paris-Champéret. C'est la même logique, la deuxième salle est pleine, on teste un nouveau territoire? en fait, moi je faisais de la préparation physique. J'ai mon préparateur physique qui s'appelle Laurent Houchen, qui me suit depuis des années, qui bosse avec moi maintenant d'ailleurs, qui est responsable, d'une partie qui est responsable des programmes et autres des salles. Et lui, en fait, on faisait la préparation physique avec lui, porte de Champéret. Et puis souvent, il nous disait que le quartier était intéressant, qu'il y avait des choses pas mal et on commençait à regarder. On se disait: «Bon, c'est un peu proche de plage de Clichy, mais en même temps, il y a la barrière des Batignolles, les gens franchissent pas forcément et puis ça nous permettrait d'être un peu plus proche du périph', donc de toucher un autre public». Et puis un jour, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte et pareil, je me suis dit: «Je veux pas dire non, je veux la considérer, regarder ce qu'on peut en faire ou pas et voyons un peu ce qu'on peut en faire». Et ça a été une très bonne surprise parce que je commençais à regarder et je voyais qu'il y avait pas mal d'écoles dans le quartier, qui avaient pas mal de possibilités, que la salle de sport qui était à côté, justement était en train de fermer. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit: «Allez banco, on y va». Banco, on y va et après celle-ci, on lui a donné une teinte un peu particulière parce que je me suis dit: «Attends, on peut pas non plus faire un copier-coller de ce qu'on a fait précédemment et si on lui donnait aussi son entité propre?» Au même titre qu'on a une partie plutôt indus sur place de Clichy, on a une partie pseudo-tertiaire banque sur Vaugirard. Regardons si on peut quelle entité on peut lui donner. Et comme c'était une ancienne concession avec une énorme baie vitrée, on s'est dit: «Bah, c'est aussi là qu'on va mettre la cage de MMA. C'est là qu'on va développer encore plus les cours enfants. C'est là qu'on va pouvoir, mettre une partie préparation physique un peu plus densifiée et puis on va essayer de la rendre, on va faire une sorte d'aquarium, mais, un peu calibré pour les sports de combat». Et c'est pour ça que c'est là, par exemple, que j'ai tous mes pros et mes amateurs MMA Mmh. qui vont s'entraîner là-bas et j'ai un gros public d'enfants et ça, c'est super cool pour le coup. Les réseaux de salles de sport de combat, c'est plutôt rare à Paris. Il y a le Temple, Oui. il y a Apollo. Toi, tu développes un réseau dans le GJB, qui est quand même pas le sport le plus médiatique. Oui. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à te développer plus que certains qui n'ont qu'une salle? Est-ce que c'est parce que tu gères mieux ta trésor, tu connais mieux les circuits de banque, tu es archi donc tu optimises les coûts? Non, j'aimerais te dire que c'est grâce à moi, mais il y a rien de tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai la chance et la force de la Gracie Barra derrière moi.
Et pour le coup, en termes de réflexion autour de la construction d'une salle, l'optimisation des programmes, la comment dire? Les gestions de l'expérience, en fait. Moi, ça me rappelle vraiment, quand je reprends les formations et la structuration des réunions qu'on a avec la Gracie Barra, ce que je faisais avant dans le retail et dans le conseil. C'est-à-dire que c'est très marrant, mais en fait, en quittant le conseil, je me suis dit que j'allais plus jamais faire un PowerPoint de ma vie et faire ça, et je le fais de nouveau parce qu'à l'arrivée, on réfléchit toujours comme ça, et le leitmotiv de la Gracie Barra, c'est de penser à l'expérience du pratiquant. C'est de se mettre à sa place, et c'est de se dire: «OK, quelle expérience il vit la première fois qu'il met les pieds dans une salle, et comment est-ce qu'il peut avoir envie de s'y sentir bien et d'y rester?» Et c'est pas le tout de lui faire signer son abonnement, ça n'a aucun sens. C'est le tout de: est-ce qu'il s'y sent bien? Et donc c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'on travaille aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'expérience. Ouais. Quelle expérience tu vis? Quelle histoire on va raconter? Et pourquoi est-ce que, bah, tu as envie d'y rester alors que c'est un sport qui est difficile? Les sports de combat, c'est des sports où il y a des moments tu as pas envie. Et justement, comment est-ce qu'on peut créer un esprit d'équipe qui fasse que tu vas pas juste t'entraîner, mais tu vas aussi rejoindre un groupe de personnes avec qui tu te sens bien et qui vont faire que certains matins, si tu pas envie de te lever, et ben, malgré tout, parce que tu as reçu un WhatsApp d'un de tes potes ou parce que tu as vu une photo ou autre, tu te dis: «Ah non, faut quand même que je sois là». Et c'est ça, en fait, qui fonctionne. C'est vraiment de travailler sur l'environnement et pas juste, je pense qu'ouvrir une salle, mettre des tapis et donner un cours, tout le monde peut le faire. Mais après, essayer de comprendre et de se mettre à la place des gens qui vont pratiquer, ça, c'est autre chose. Tu réfléchis en expérience client, Oui, plus qu'en expérience sportive? oui, oui. Parce que finalement, il y a plusieurs catégories de personnes dans une salle, notamment en jiu-jitsu. Tu as les personnes qui sont des loisirs. Eux, ils ont besoin d'une expérience du quotidien. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de réduire leur stress, ils ont besoin de perdre du poids, ils ont besoin de pratiquer une activité sportive, ils ont besoin de se sentir un peu mieux, tu vois? Ils ont des besoins, en fait, qui sont liés à leur vie. Tu as les compétiteurs, tu as ceux qui vont faire de la compétition, mais ça veut dire, ça peut être une fois par an comme 10 fois par an. Tu as les athlètes, c'est ceux qui sont là de façon assidue et qui s'entraînent plusieurs fois par jour parce qu'ils sont vraiment là pour une question de pratique. Et puis après, tu as les pros, tu as ceux dont c'est le métier. Et il faut pas, en fait, et la répartition sur le camembert un peu graphique, la grosse majorité, c'est des loisirs. Donc faut aussi penser à eux. On a tendance nous, à se projeter au début et à se dire: «Mais moi, je suis compétiteur, je veux penser à mes compétiteurs», et c'est bien de le faire. Mais il faut pas que ça soit au détriment des personnes qui sont aussi là pour des raisons qui ne sont pas uniquement de se bagarrer en compétition. Et donc nous, on essaie de globaliser cette réflexion et pas se dire: «Je veux juste penser à 5 en fait, de mon camembert», mais je veux penser à tout le monde. Et ça veut dire quoi concrètement? Tu mets des belles douches, tu mets des beaux vestiaires ou Il y a pas que ça, il y a aussi, les programmes, la division des programmes. Tu as en fait des programmes qui sont là pour les débutants, pour qu'eux puissent arriver. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, au Brésil à l'époque, on me disait, «Tu envie de faire du jiu-jitsu, c'est très bien, bah, voilà un tapis, on se revoit dans 1 heure et demie». Et si tu survivais, tant mieux pour toi, si tu survivais pas, ben, tu faisais autre chose. Et ça faisait que la légende veut qu'à l'époque, il y avait que 3 des ceintures blanches qui devenaient ceintures noires un jour. Aujourd'hui, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que les gens, en fait, restent, se développent, apprennent, grandissent, et qu'à l'arrivée, on puisse avoir plus de ceintures noires dans le futur, parce que ça voudrait dire que c'est des gens qui ont été assidus. Si les gens ne deviennent pas ceintures noires, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, souvent, c'est parce qu'ils arrêtent. Et donc, comment faire pour qu'ils n'arrêtent pas? Et donc ça passe aussi par les programmes, la pédagogie, l'encadrement, la formation des profs, la compréhension de tout ça. C'est pas que de mettre une belle douche, c'est aussi faire en sorte que, bah, tu te blesses pas, que tu sois encadré, que quand tu as des questions, on puisse y répondre. Tu vois? Qu'il y ait aussi cet encadrement au quotidien qui fasse que tu te dises: «Ah ouais, j'ai envie de progresser». mais la difficulté, ça doit être que ce soit pas trop hard pour pas que les gens partent, Oui, mais il faut que ce soit quand même stimulant pour que les gens progressent. exactement. Ça, il faut vraiment mettre ça en place, et c'est pour ça que tu as des programmes débutants, des programmes intermédiaires, des programmes avancés, des programmes pour les compétiteurs, et qu'en fait, tu grandis d'un plateau à l'autre en fonction de tes aspirations et de ton niveau. Et que dans tous les cas, tu peux aussi revenir pour faire des choses plus techniques si tu as besoin, ou faire des choses plus physiques. Mais tu vois, on essaie vraiment de t'aider, en fait, à grandir sans, forcer la chose. OK, par des groupes de niveau, en fait, Exactement. principalement. Et c'est ça qui fait que les gens sont contents. Ces 3 salles, c'est le socle, de tes activités? Oui. Tu y passes encore du temps, Oui, parce que moi, je suis toujours pratiquant, j'aime Ouais. ça. J'ai beau te dire que, tu sais, je disais tout à l'heure que j'ai pris ma retraite, mais ça veut juste dire que pour l'instant, je combats pas, et je dis pas que ça me titillera pas encore un jour. Parce qu'en jiu-jitsu, tu peux combattre tard, donc si demain je décide de revenir, je pourrais le faire. Mais moi, je continue à m'entraîner. Je continue à tourner, en fait, à pratiquer avec mes gars. Je continue à la préparation physique. J'ai pas arrêté, donc moi, j'y passe encore beaucoup de temps parce que foncièrement,
Déjà, en tant que pratiquant, j'aime ça. Mmh. Je suis content d'être là. Je suis content d'être avec eux. Et sur l'orga, tu délègues, tu as une sorte de gérant de salle Oui, qui vient te rendre des oui. comptes? Chacune des académies a ce qu'on appelle un programme directeur, qui est en fait un gérant de salle, qui lui gère, l'environnement pour les adhérents. Et en fait, au-dessus d'eux, il y a un responsable des programmes. On l'a mis head of parce que ça nous faisait marrer, mais qui est Laurent justement dont je te parlais tout à l'heure. Et Laurent, il a la responsabilité en fait de tout ce staff en interne et c'est lui qui les aide en fait, qui répond à leurs questions, qui gère leur formation, qui les fait grandir, qui gère le quotidien et tout ça. Et juste pour qu'on se rende compte, c'est des gens qui sont à temps plein? J'ai aujourd'hui, oui, une majorité de gens qui sont à temps plein. Ouais, il y a quelques personnes qui sont sur des 28 ou des 30 heures, mais beaucoup sont à temps plein. OK, donc c'est des vrais jobs, Non, des non, c'est des vrais jobs, des vraies carrières, il y a des vraies possibilités de grandir. Tu peux tout à fait rentrer au début, au desk, c'est-à-dire à renseigner des adhérents et des pratiquants et au fur et à mesure devenir programme directeur, puis après devenir responsable et puis pourquoi pas, nous on t'accompagne en fait à ouvrir pourquoi pas ta propre salle, tu vois? C'est aussi des choses qui sont possibles. mmh, oui, donc tu es un vrai chef d'entreprise qui, manage des équipes, Complètement. en fait. Ces 3 salles, c'est le socle et ensuite tu as des activités qui gravitent autour, Oui, je dirais, notamment une activité de distribution, de consommables. oui, Tu me disais en off que tu étais devenu une vraie boulangerie, pendant le Covid, c'est ça. et donc, concrètement, tu vends, de la nourriture pour les salles de sport? Exactement. Alors, l'histoire du Covid, c'est vrai qu'on y reviendra pas beaucoup parce que mais en fait, à l'origine, on avait commencé à faire des plats préparés, des gâteaux pour le staff et pour certains adhérents parce que moi, j'avais la chance de pouvoir sortir. Donc, on s'était dit qu'on allait pouvoir les aider un peu et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer ça. Puis on a été victime de notre succès où on nous a demandé énormément sorti du Covid. Et en fait, je me suis aussi vite dit qu'on pouvait établir des partenariats avec des marques parce que dans les salles, bah, tu as besoin de consommer. Bien sûr, tu bois de l'eau, mais tu es content quand tu as ton shaker de protéines à la fin, tu es content quand tu peux trouver une barre, tu es content quand tu peux trouver une boisson énergétique, tu es content quand tu peux trouver des électrolytes. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Des savons, tu as des choses basiques et donc on a commencé, en fait, à travailler avec certaines marques et de fil en aiguille, on a commencé à les distribuer un peu plus, un peu plus, un peu plus, au point, par exemple, que Monster est devenu un très gros partenaire pour nous, Monster Energy et je les remercie parce qu'ils nous ont suivis sur beaucoup de projets. On a un événement mensuel, enfin bimensuel de 2 fois par mois qui s'appelle le 10-10. Ils nous suivent aussi sur ça, pour le sponsoriser et l'équiper. Ils nous ont suivis sur le barber, sur l'opening. Enfin Monster, c'est vraiment des gens très cool et on est content de travailler avec eux. Et tu distribues tes propres salles et d'autres salles? Principalement nos propres salles. Principalement tes propres. Ouais et ça et des événements. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre un événement, un stage, un séminaire, un camp, on les ramène avec nous aussi Mmh. et on en profite pour le faire. Ce qui fait quand même un sacré débit, en fait, à l'origine. On n'imaginait pas, mais ça nous fait quand même pas mal de débit. Mais en fait, pour toi, c'est, du chiffre d'affaires en plus parce que les gens vont consommer dans tes salles, à Monster, par exemple? Au début, c'était un service en plus et on s'est rendu compte que oui, ça pouvait faire un chiffre d'affaires en plus. Mais l'origine du truc, c'était plutôt, bah, je te parlais d'expérience. C'était aussi, tu fini ta séance, t'es claqué, bah, tu content de pouvoir avoir ça en plus et au début, c'était vraiment juste apporter un service en plus pour que l'expérience, ça soit nickel et puis c'est vrai qu'après, ben, c'est vertueux parce que c'est du chiffre d'affaires en plus, oui. Et là, l'idée, c'est de propager ce service dans d'autres salles également, qui seraient pas que les tiennes? On pourrait, je suis un peu pris par le temps en ce moment pour pouvoir démarcher, mais on pourrait tout à fait le faire. Ça serait envisageable. Je pense que si demain j'en parle à Monster ou, à Barbells ou autres, ils seront ravis de le faire. Parce que pour le coup, oui, maintenant on a le savoir-faire. En plus, on a la connaissance du marché. J'ai la ça c'est peut-être un peu de prétention, mais on a quand même pas mal d'adhérents et on a un comment dire? Diversité au niveau des adhérents qui fait qu'on arrive à bien appréhender maintenant, ce qui se vend bien, ce qui se consomme bien, de ce qui se consomme Tu beaucoup la moins bien. data. Donc on sait à peu près sur quoi on peut aller et on arrive à anticiper. Mmh. Par exemple, récemment, on a intégré Rebelle, les bonbons et honnêtement, on a eu le nez creux parce que ça part très bien. OK. Mais oui, effectivement, il faut choisir ses batailles. En plus, il y a d'autres activités que tu as. Je pense notamment aux activités médias. Oui, Notamment, tu bosses pour Winamax oui, sur une émission, un podcast, ouais. La Vandale, dont que j'ai regardé, qui m'a inspiré pour créer Investir le Ring. Mais donc, le média, à quoi ça te sert à toi concrètement? Est-ce que c'est pour le kiff? Et ce serait une raison totalement valable. Est-ce que c'est pour te positionner en tant qu'expert sur un secteur, te faire connaître, tes salles, tes activités? Un peu de tout ça? Au départ, c'était vraiment pour le kiff.
Encore une fois, c'était une opportunité, c'est simple, j'ai commencé dans les médias de façon purement enfin, c'est du hasard. Un jour, je donnais des cours à Jonathan Maccardy, qui bossait sur RMC et il me dit, il travaillait lui à l'époque sur le RMC Fighter Club avec Alexandre Herbinet et il me dit: «Écoute, on voudrait faire une émission spéciale pour la DCC, l'Abu Dhabi, Championship, Combat Club. Est-ce que tu peux venir nous aider à faire le débrief?» Heu, oui, avec plaisir. Enfin, moi, j'ai regardé tous les combats, donc oui, avec plaisir, je vais te donner mon opinion et puis on va en discuter. Puis c'était vraiment, à livre ouvert, on a commencé à parler de l'événement et puis, l'émission a bien fonctionné. Donc ils m'ont demandé plusieurs fois de revenir sur d'autres choses et puis je me souviens parce qu'ils m'ont demandé notamment de venir pour, l'interview de Royce Gracie. Enfin voilà, j'avais pas mal de choses comme ça et puis, Jonathan a dû prendre un peu de recul parce qu'il avait des choses à faire lui dans sa vie perso, donc il m'a demandé de le remplacer sur le Fighter Club. Donc j'ai fait pas mal de Fighter Club. À l'époque, Laurent Salvaudon m'avait demandé aussi de commenter KSW UFC, donc je commence aussi à commenter des événements. Ça s'est fait un peu par hasard OK, naturellement, en fait. et en fait, je loupe l'UFC 1 pour des raisons d'avion et je prends un peu de recul vis-à-vis des RMC et à ce moment-là, Winamax m'appelle et me demande en fait de venir aussi pour participer à l'émission. Et l'émission était déjà lancée, il y avait déjà Sacha, il y avait déjà Big John, il y avait Jonathan aussi qui était là, elle tournait et il voulait donner un peu plus d'élan à l'émission, donc il commençait à mettre des moyens dedans et à investir et donc Jimmy à l'époque m'avait contacté pour ça et j'étais très content de le faire et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure Mandal et on est passé d'une émission par semaine à 2 émissions par semaine. Et c'est un vrai kiff. Moi, j'aime bien en fait, c'est marrant, j'ai interviewé Nassim Belwachi et il me disait quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué parce que c'est exactement ce que je pense, c'est on est en fait aujourd'hui à l'antenne pour parler de ce qu'on aime et de ce qu'on fait au quotidien. Mmh. Moi, de toute façon, les combats, je les regarde. Que je doive en parler le lundi ou le jeudi ou pas, de toute façon, je suis devant ma télé pour les regarder ou parfois je suis au bord de cage pour coacher ou à commenter. Donc ça me permet de pouvoir en fait aussi en parler, et puis moi j'aime bien ce côté pédagogique qu'on essaie aussi de mettre en place, c'est-à-dire d'expliquer les choses. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en fait derrière le combat qu'on voit pas forcément et c'est intéressant de pouvoir aussi développer un peu, donner un peu d'à côté, donner un peu de contenu à ça et d'expliquer pourquoi il se passe certaines choses et pourquoi on pense certaines choses. Tu vois un impact sur ton business depuis que tu es dans ces émissions? Sur Heu, ta marque personnelle, en plus de gens qui te follow, En termes oui, oui, je pense qu'en termes de follow puisque oui, certainement. J'ai pas les chiffres en tête donc mais je pense que oui. Non, ça m'a amené d'autres opportunités par contre, et ça c'est cool, ça m'a amené à pouvoir commenter l'Hexagone. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est une orga que j'aime beaucoup. J'ai été amené à commenter l'Ion, à commenter le Lions. Voilà, ça m'a aussi apporté un pas mal d'opportunités pour commenter. Et moi, j'aime bien commenter parce que tu vis aussi au quotidien après la Fight Week, l'événement et tout le reste. C'est encore un poste qui est différent du poste de spectateur et d'analyste. Donc ça m'a beaucoup apporté sur ça. Et puis pour le reste, non, ça m'a aussi permis de rencontrer pas mal d'acteurs du milieu, avec lesquels je parlais de façon très spécifique sur du sol et avec lesquels maintenant je me retrouve à parler de façon plus globale. Donc ça aussi intéressant parce que le positionnement a un peu changé grâce à ça. Mmh. Non, Mandal, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et moi j'aime beaucoup en fait. Ouais, Ça donc fait vraiment partie maintenant de mon quotidien. et plutôt du réseau, de la Oui, visibilité, et comme un pipeline d'opportunités, de exactement. rencontres, puis oui aussi il y a enfin si toi tu es un amoureux du sport, si tu te retrouves à commenter, c'est sympa aussi quoi. C'est Ouais, exactement c'est ça. ça. J'ai pas encore le talent de Taylor ou autre pour commenter, mais j'avoue que c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a une de tes autres activités qui est plus récente, c'est un barbershop qui est ouvert dans le 7e arrondissement. Là, on sort des sports de combat. Oui, C'est quoi l'idée? C'est de se dire on teste de nouvelles choses dans le lifestyle, dans l'idée de prendre soin de soi? Heu, l'opportunité, toujours? OK. toujours, toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma chère est tendre est barbeur de formation et en fait, ça fait un bout de temps que je réfléchissais en fait à son business, à la façon dont elle travaillait, au salon dans lequel elle a travaillé et autres et qu'il y avait en fait des choses qui étaient hyper intéressantes parce que moi je suis pas un des premiers clients. Je suis incapable de me raser tout seul sans m'écorcher ou autre. En plus, à force de me faire frotter le visage toute la journée par des kimonos et des rash guards et des gants, je peux vite avoir la peau dans un état catastrophique donc j'ai besoin de quelqu'un qui prend soin de ça. Donc j'étais son premier client et puis c'est vrai elle avait beaucoup d'idées, moi j'étais à l'écoute de ça,
mais ouais, elle est super douée pour structurer, organiser, manager et moins pour créer et mettre en place. Et ça tombait bien parce que moi, je suis plutôt pas mauvais pour créer et développer, mais je suis un peu moins bon pour le reste. Elle était salariée Oui, elle était dans une elle était salariée, ouais. Et du coup, à un moment donné, on s'est posé entre nous en se disant: «Bah, écoute, il faut qu'on lance notre propre concept, notre propre idée, ouvrir un espace maintenant, moi ça je sais faire. Ça y est, j'ai l'expérience pour le faire, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hem, les opportunités, le développement, je vois comment on peut le faire et puis après, bah, le reste c'est son cœur de métier, c'est sa façon de travailler, c'est son expertise. Donc il y avait en fait un bon mix and match à faire, pour ça. Et puis moi, j'avais été très marqué par le covid aussi, c'est une réflexion que je m'étais faite à l'époque, c'est de se dire: «Il faut diversifier les activités et les territoires du groupe». Si tu veux pas te retrouver demain, complètement planté, il faut avoir plusieurs, en fait, possibilités de développement et donc avoir des business différents, avoir des secteurs géographiques différents pour pouvoir se retourner si jamais un d'entre eux connaît un down. Donc l'opportunité du barbeur, elle me semblait très intéressante aussi pour ça et donc moi, j'ai signé tout de suite et je lui dis: «Vas on ouvre et on y va» et c'est marrant parce qu'aujourd'hui donc ça s'appelle Maison FM et on a tout le gratin du MMA français qui vient régulièrement se faire couper les cheveux et se faire la barbe. Donc il est pas rare que tu puisses te retrouver, à côté de Nassim, à côté de Paulin ou tous ces gars-là et puis c'est plutôt chouette parce que ça crée un environnement et puis en plus ce barbeur, on s'était dit que quand on l'a créé spacieux, on l'a créé agréable et moi ça fait longtemps que j'en discute avec mes gars et disant, on pourrait même y faire des podcasts. Moi je me sou j'ai cette idée et on a commencé à le faire d'ailleurs avec Nassim, c'est de se dire: «Mais ce podcast de LeBron James quand ils sont dans un barbeur, c'est du génie», tu vois? Donc faisons-le nous-mêmes aussi, tu vois? Ça c'est un truc qui a beaucoup managé ma et drivé mon côté entrepreneurial, c'est j'ai envie de faire un truc, bah, je vais le faire moi-même parce que de toute façon personne ne le fera à ma place. Donc on a identifié un besoin, on pense que ça peut être intéressant, faisons-le. On se plante, Mmh. mais on le saura pas si on le fait pas. Tu veux créer un lieu, j'ai Oui. l'impression. Donc on a vraiment créé un lieu et un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure pour les académies, on veut créer une expérience. C'est quand tu vas aller chez Maison FM, tu vas pas juste pour te faire couper les cheveux. Tu sais que tu vas y passer un bon moment, tu vas y rencontrer des gens sympas, tu vas avoir des tas de maillots de joueurs de foot, de basket et autres signés au mur. Tu as une expérience qui va s'y créer. C'est pas un juste, je rentre, je me fais couper les cheveux, je m'en vais. Et le fait qu'il soit prisé par un public de combattants, ça, c'était quelque chose que tu as voulu insuffler, dès le début ou ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. Ouais. Ça s'est fait comme ça parce qu'on en parlait autour de nous et qu'on a eu la chance d'être très soutenus. Moi, je me souviens que quand j'ai envoyé un message à Hatch à l'époque, pour l'ouverture du salon, ça a été le premier à me féliciter, à souhaiter que le projet marche. J'en ai parlé avec plein d'acteurs du milieu et tout le monde était Mmh. hyper content. Tony que tu as interviewé, aussi, Tony nous a accompagnés sur l'ouverture du salon. En fait, on en a parlé autour de nous et tout le monde disait: «Mais allez-y, faut le faire, quoi». Et vous faites de la pub en plus ou même pas besoin pour, Non, on fait tout. Il faut faire de la pub parce que dans le fond, il faut tu vois? Puisque nous on veut, comment dire? Pousser une expérience, il faut pouvoir la faire connaître. Dire que ne pas faire de pub en se disant qu'on se baserait que sur notre réseau, ça serait se dire qu'on se coupe et qu'on coupe certaines personnes de la capacité à pouvoir venir le découvrir. Donc non, non, on en fait, on organise des choses dedans exprès. C'est pour ça qu'on a fait un grand opening un peu large et je te parlais de Monster, ils avaient garé, le 4x4 devant exprès, enfin c'était assez marrant. OK. On veut vraiment le développer parce qu'on est convaincu que l'expérience qu'on propose, elle est unique et en plus qu'elle est vraiment chouette au quotidien. C'est-à-dire que quand tu y vas, tu es content d'y aller. Mmh. Très clair. Pour la dernière partie de ce podcast, j'aimerais comprendre comment toutes ces activités, elles vivent entre elles. Il y a les académies, il y a les distributions, de consommables, il y a le média, là, il y a du lifestyle. Est-ce que tu vois des clients qui naviguent dans ces mêmes univers? Comment c'est structuré? Comment toi, tu penses ça comme un groupe aujourd'hui? En fait, Est-ce que tu as une réflexion globale là-dessus ou c'est ce projet a l'air cool et je le fais? alors il y a les 2. Il y a les 2. Il y a une réflexion globale parce que de toute façon, la partie administrative, financière, la gestion, elle est globale. Tu peux pas gérer ça, chacun de son côté. Tu dois avoir une pensée globale pour pouvoir faire en sorte que le développement d'une des activités n'impacte pas l'autre. Donc il faut que tu sois capable de prendre du recul. Maintenant, ça veut pas dire qu'on s'interdit. Et je dis «on» parce que maintenant, je t'ai dit, Laurent est vraiment très impliqué dans le business avec nous, Fiona qui travaille avec moi aussi. On s'interdit pas en fait d'aller sur des opportunités parce qu'on pense qu'elles peuvent être intéressantes.
tu vois? Donc c'est-à-dire que la liberté qu'on a de pouvoir penser global sur nos activités nous permet d'être créatifs à côté. Après les acteurs qui sont au sein de ces univers, certains sont transverses, d'autres non. On a des gens qui viennent s'entraîner, qui vont se faire couper les cheveux et qui consomment, et on a des gens qui ne C'est tes viennent meilleurs clients, ceux-là. ouais, on a des gens qui viennent que se faire couper les cheveux ou des gens qui ne veulent que s'entraîner, et tant mieux parce qu'en fait à l'arrivée, ça veut dire qu'ils sont contents dans ce qu'ils trouvent chez nous, et pour moi c'est le plus intéressant, c'est le plus important, c'est est-ce que les gens sont contents? Est-ce que mon staff il est content? Est-ce que les gens sont contents? Et derrière, c'est vertueux, ça doit être vertueux. Si les gens sont contents de ça, ça doit fonctionner. La première brique, c'était les salles. Oui. C'est sur ces briques-là qu'a été posée, l'activité de comestibles et le média, le barbeur moins. Est-ce que toi, tu considères que le JJB et la marque Gracie Barra, ça doit continuer à être un moteur principal? Oui, oui, parce que c'est moi en fait, enfin, je veux dire, ça a été le moteur de ma vie jusqu'à présent. Hem, le jiu-jitsu, ça a un impact énorme sur ma vie. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'étais un ado, étudiant, mal dégrossi, qui avait pas beaucoup voyagé, qui avait une connaissance, assez limitée des choses et de la vie, et qui se retrouve du jour au lendemain à visiter. J'ai visité 54 pays, j'ai appris 3 langues. J'ai vu des tas de cultures, j'ai passé du temps dans des pays à discuter avec des gens. Moi, c'est ce que je retiens le plus de ma carrière, d'ailleurs, au-delà des médailles et du reste, c'est les expériences que j'ai pu vivre, les gens que j'ai rencontrés, les choses que j'ai découvertes, tout ce que je peux maintenant raconter à mes enfants. C'est drôle, mais c'est ça, en fait. Tu vois, on dit au Brésil que, en fait, même quand on n'a pas d'argent, on a des histoires. Bah, moi, c'est un peu ça, j'ai des histoires, j'ai plein de choses à leur raconter aujourd'hui que j'ai vécues, et pour moi, c'est trop important pour me dire que c'est plus maintenant la brique essentielle de ma vie. Mmh. C'est la brique essentielle de ma vie. Et la Gracie Barra, ça le sera aussi parce que quand j'avais rien et que je suis arrivé au Brésil, eux, ils m'ont tendu les bras. Alors qu'ils auraient tout à fait pu me dire non. Et ils m'ont tendu les bras, ils m'ont dit bienvenue chez nous, et ils m'ont accueilli un peu à l'image de ce que j'avais vécu en France quelques mois auparavant, et ils m'ont permis de me développer et ils m'ont offert des opportunités que personne m'aurait offertes sinon. Donc si tu veux, il faut savoir être reconnaissant, et il faut savoir aussi derrière, même quand tu grandis, te dire: «Je sais d'où je viens, je sais qui m'a soutenu au début et je sais à qui je dois en fait mon le la réussite ou pas de ce qu'on a aujourd'hui», et pour ça que je l'explique souvent, mais moi je me sens dans une position maintenant de donner en retour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cours que je donne ou de gens que j'accompagne qui sont pas des enjeux financiers pour moi. Faut bien comprendre, c'est des enjeux de je sens que mon rôle maintenant dans le jiu-jitsu, c'est aussi de give back. Il faut que je rende en fait ce qu'on m'a donné à un moment donné et que je puisse participer aussi moi aussi à cet effort. Il y a quelque chose qu'il y a dans le JJB, qu'il y a moins dans les autres sports de combat, j'ai l'impression, c'est l'aspect lifestyle. Oui. Ça vient du Brésil, il y a une culture, sud-américaine, peut-être plus du partage, de la bonne humeur. Bon, bah, c'est extrêmement cliché, hein, de dire ça, mais Je te laisse t'enfoncer, mais vas-y. mais qui est beaucoup plus dans le partage que, de la boxe où ça va être quand même un peu plus dur, de manière générale. Mmh. C'est vrai que le jiu-jitsu, beaucoup voient ça comme un lifestyle et voient ça comme un mode de vie plus que uniquement une pratique sportive, parce que c'est un sport qui est très addictif. La plus grosse blague entre nous, c'est quelqu'un qui vient débarquer à la salle et qui te dit: «Je veux venir m'entraîner une fois par semaine». Tu le regardes et tu lui dis: «Bon écoute, oublie. Préviens déjà ta famille et tes amis qu'il y a au moins 3 soirs par semaine où ils te verront pas». Parce que dans le fond, c'est un sport qui est addictif, c'est un sport où, tu découvres déjà que tu peux vite évoluer, mais qu'en plus, tu n'auras jamais tout appris. Tu vas constamment moi aujourd'hui, j'apprends encore des choses. Et c'est ça qui est génial, c'est que tous les jours, j'apprends des choses. Et donc je peux continuer en fait à me nourrir, et c'est pour ça que toute ma vie, il y a eu plein d'activités que j'ai arrêtées ou je les ai nextées parce que je trouvais ça un peu pénible et je me dis: «Ouais, ouais, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, ça m'intéresse plus». Et je vis dessus, c'est jamais. Parce que tous les jours, en fait, il y a un nouveau truc qui va se passer, une nouvelle technique à apprendre, un nouvel élément qui va s'ajouter, une nouvelle brique Mmh. qui va construire. Et c'est vrai qu'après, tu rencontres des gens qui sont aussi, eux, complètement, obstinés par ça, qui vont te parler technique, qui vont te parler du reste, des compétitions, des combats, et tu finis par être, complètement pris dans la nébuleuse. Mais si ça, on le relie à l'aspect business, ça s'incarne avec Maison Barber, FM. Est-ce que c'est plutôt dans ces business-là qui t'intéressent, plutôt plus lifestyle? Pour prolonger l'esprit, Oui, mais en même oui, oui, ça peut, mais en même temps, j'essaie je te de dis encore une fois, le barbeur, ça a plutôt été une opportunité, familiale. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je peux prendre un exemple tout bête, mais quand j'allais combattre, j'allais me faire couper les cheveux avant d'y aller. mmh.
Tu vois? Tu as pas envie en fait, d'être complètement, C'est ton moment, quoi. ouais, tu as envie d'avoir un moment à toi pour pouvoir te poser un peu avant d'aller combattre. Tu vas vivre un moment où, tu vas devoir en fait te concentrer, être un peu stressé et autres et tu as besoin de pouvoir souffler un peu et c'est un moment de détente, que tu peux t'accorder. Donc moi, c'est aussi ça que j'avais voulu à cette époque-là et que j'avais perçu à travers le barbeur. Donc je le perçois pas sur l'environnement total des sports de combat, mais c'est vrai qu'il peut y participer et apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, je voyais le lien lifestyle vraiment dans ce que tu disais. Julien, on arrive à la fin de cet épisode. On a parlé de plein de choses. Écoute. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais rajouter? Une idée de business? Ah, des idées de business, tu sais, j'en ai tous les matins quand je me Ouais. lève. C'est bien ça mon problème et je les note et puis après je me fais: «On verra plus tard». Tu vois, je le dis tout le temps, mais moi j'aimerais ouvrir une pizzeria, j'aimerais tu vois, il y a plein d'idées que j'ai tous les matins où Fiona me dit: «Écoute, on va se poser un peu et on va y aller doucement» OK. parce que sinon ça serait une nébuleuse permanente. Mais tu vois, par exemple, je te disais, Metalbox, j'en parlais. En ce moment, j'accompagne Metalbox sur du développement produit. Tu vois, on est en train de travailler sur leur nouvelle gamme. L'équipe, elle est super chouette. Ils sont hyper à l'écoute. Moi, je les aime beaucoup et ils sont en train de développer justement, de vouloir repenser leurs produits sport de préhension, jiu-jitsu, grappling et autres. Et donc, ils m'ont contacté pour ça et on est en train de travailler dessus. Et c'est hyper intéressant de faire ça en fait en back office et de réfléchir à, encore une fois, quelle expérience tu vas avoir quand tu portes un kimono métal ou un rash guard métal. Comment tu vas te sentir quand tu pratiques. Et tu vois, ça c'est aussi une carte qu'on est en train d'ajouter en se disant il y a peut-être un truc aussi à faire pour développer la partie purement, wear et autres, Mmh. que moi j'avais déjà un peu faite dans la Gracie Barra à l'époque, avec Vanguard et Adidas et là je suis content de pouvoir le faire aussi avec Metal. Donc tu vois, c'est aussi des choses sur lesquelles je travaille en ce moment Un peu side project. ouais, qui sont moi que j'aime beaucoup parce que c'est des projets à petite échelle que je trouve hyper attachants et ça me fait vraiment plaisir de le faire avec eux. Et puis voilà, il y a plein d'autres idées qu'on a au quotidien et je te dis, en fait, moi je m'interdis rien. Je me dis juste, parfois, mieux vaut tenter un truc et se planter que de se dire: «Ah, j'aurais pu le faire» et puis finalement d'avoir des regrets tout le temps. C'est une belle manière de conclure, cet épisode. Merci beaucoup, Je t'en prie, Julien, merci à toi. et à la prochaine. À très bientôt. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.